Madame, monsieur, bien le bonsoir et bienvenue à ce journal sur Equinox Télévision. La une de l'actualité ce soir, ce jour, on célèbre la journée mondiale de la vue alors que le ministre de la Santé publique André Mamafouda reconnaît que les ophtalmologues sont en nombre insuffisant au Cameroun. Les ophtalmologues qui sont présents crient plutôt à ces opticiens qui continuent d'empiéter sur leur chemin d'action. On parlera également de ces recours pour ce qui est des élections législatives. Une quarantaine de recours déposés à la Cour suprême par 15 partis politiques étant en compétition le 30 septembre dernier. Et puis la seconde partie de ce journal sera consacrée à la Cour pénale internationale et à ces pays africains qui tentent de se retirer et revoir leurs relations avec la CPI. Madame, monsieur, bienvenue aux 20h. Une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous vous le disons en titre ce jour. On célèbre la journée mondiale de la vue, occasion pour la rédaction d'Equinox Télévision de vous présenter des jeunes élèves non-voyants âgés de 5 à 10 ans qui surmontent leur handicap en suivant des cours à l'unité de Braille dans une école dans la capitale économique Douala. Ces élèves sont encadrés par 2 enseignants également non-voyants. Cependant, cette salle de classe spéciale fait face à quelques difficultés liées par exemple à l'insuffisance du matériel didactique. Mitterrand Dam et Sylvestre Hippolyte-Zangaou. Fort, il faut parler fort. Oui. Bravo. C'est une salle de classe pas comme les autres, à l'école publique de Bali à Douala. Ici, enseignants et élèves sont des non-voyants. Pourtant, les cours sont effectifs. Roméo Djepa et Philippe Etamé s'activent pour que leurs élèves aient un bon niveau scolaire. Ici. Voilà, lettre B. Je cherche encore l'autre lettre, je mets ta main. La lettre E. Bien. Ici. La lettre B. Bien. Ici. Malgré l'absence de la vue, les enseignants connaissent chacun de leurs élèves. Nous les identifions déjà par leur voix, par leur taille, et aussi nous les classons très bien. Comme vous voyez, ils sont bien classés là, chacun a sa place et chacun reconnaît sa place. Les cours suivent une ligne de conduite précise. La CIL et le CP sont les matières orales, c'est-à-dire qu'on utilise pour le tableau généralement. Bon, dans le cas où il faut utiliser le tableau, comme par exemple en lecture, en écriture, chez eux, ils n'ont pas besoin du tableau. On utilise directement les papiers. Les élèves apprennent avec fierté, nonobstant leur handicap visuel. Et leur joie est également perceptible quand vient l'heure de la récréation. Cette belle ambiance, ainsi que l'application des élèves et des enseignants, ne saurait pourtant faire oublier les difficultés auxquelles ils font face pour boucler leur journée de classe. On a manque de matériel ici. Il y a les tablettes, le papier braille, et le poinçon. Et nous trouvons aussi les difficultés au niveau du transport. C'est un bénévolat. Ainsi va donc la vie dans cette unité de Braille de l'école publique de Bali. Et ainsi donc se célèbre la journée mondiale de la vue et le constat est clair, c'est qu'à Douala comme partout ailleurs au Cameroun, de nombreuses personnes s'offrent le luxe de s'acheter et de porter des lunettes achetées au coin de la rue. Une attitude dangereuse pour la santé de la vue, soutiennent les spécialistes de la santé de la vue. Dallas Chana et Flotam Kobensi. Une paire de lunettes vendues à 300 francs dans les rues de la ville de Douala. Nombreux sont ces Camerounais qui jettent leur dévolu sur ce marché. Pour eux, le port des verres est une simple affaire de look. Une attitude que fustigent les spécialistes de la santé pour qui même les lunettes de soleil doivent s'obtenir sur avis médical. Quand on prescrit les verres, c'est qu'on a jugé que soit il y a un problème au niveau visuel, soit il y a un problème au niveau des lumières. Parce qu'actuellement, on est inondé par les ordinateurs qui émettent des rayonnements gamma, des rayonnements X qui sont parfois nocifs pour les yeux. Seulement, le port anarchique des lunettes achetées dans la rue
n'est pas le seul facteur à risque quand il s'agit des maladies des yeux. Vous avez parmi vos ascendants directs des personnes qui mettent des lunettes, des personnes qui ont été aveugles ou qui ont subi une chirurgie de l'œil. Allez quand même consulter. N'attendez pas d'avoir mal aux yeux ou d'avoir des problèmes visuels pour aller consulter un ophtalmologiste. Des ophtalmologistes soutiennent tout de même qu'il est possible de prévenir les complications des problèmes de la vue. Les gens viennent consulter très souvent quand les complications sont déjà là. Bon, je pense qu'il y a deux explications à cela. La première, à mon avis, elle est culturelle. C'est-à-dire que les gens, quand ils tombent malades, ils ont souvent l'habitude de se soigner eux-mêmes. Hein. Et la deuxième raison, elle est économique. Parce que la plupart des gens ne bénéficient pas d'une assurance. Conscient du fait que les consultations ophtalmologiques ne sont pas à la portée de tous, des spécialistes de la santé conseillent aux uns et aux autres de profiter des campagnes de dépistage gratuit des maladies des yeux qui s'organisent généralement à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Et justement, à l'occasion de cette journée, les ophtalmologues montent le créneau et s'insurgent contre les pratiques observées chez certains opticiens. Ces ophtalmologues tiennent à rappeler que seul l'ophtalmologiste a le statut de médecin et l'opticien est un technicien qui ne doit exécuter que les prescriptions de l'ophtalmologiste. Julienne Gay. La santé des yeux relève d'un domaine très délicat. Selon les médecins, l'œil est l'un des organes du corps humain qui ne peut être greffé ni clowné. Les patients souffrant des maladies des yeux doivent faire le distinguo entre l'ophtalmologue et l'opticien pour un meilleur suivi. Un ophtalmologue, c'est un médecin. Un opticien, c'est un technicien. Donc l'ophtalmologue prescrit une paire de lunettes. Cette prescription se fait via une ordonnance. Et cette ordonnance, quand elle est faite, nous la remettons au patient qui se rend chez un opticien qui est un exécutant. Dans la capitale économique Douala, des pratiques courantes et non conformes relevant de ce domaine sont observées et décriées par les acteurs de la santé des yeux. Certains opticiens se substituent aux ophtalmologues. Ils consultent et prescrivent les lunettes médicales. Un acte dangereux selon les spécialistes. Parce que si je vous prescris un médicament qui est un poison, vous allez le prendre parce que vous nous faites confiance, parce que nous sommes assegmentés. Un opticien n'a pas le droit de prescrire une ordonnance. Donc c'est vraiment une faute très très lourde. Des accusations prises avec beaucoup de réserve par les opticiens. Pour être opticien, soit vous avez un baccalauréat scientifique et vous rendez dans une école où vous passez 3 ans, à la fin de la formation, vous sortez avec un BTS. Soit vous accusez une expérience approfondie dans le métier et vous passez par ce qu'on appelle la formation continue. Les opticiens qui ne sont pas installés confortablement dans un cabinet agréé, avec une autorisation d'exercer, avec un diplôme à l'appui, nous les appelons des charlatans. Dès lors que cette différence est faite entre les deux acteurs, le patient ne peut que se référer à l'ophtalmologue avant de se rendre chez un opticien agréé. Et s'il y en a qui se tournent uniquement vers les opticiens, c'est peut-être parce que les ophtalmologues sont en nombre insuffisant au Cameroun. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique le reconnaît. Pour faire face à cette situation, André Mamafouda annonce le renforcement de capacité des personnels médico-sanitaires. Il a déclaré ce jour à Yaoundé en invitant les uns et les autres à faire tester leur vue. Marcelin Gansop et Élisée Bobba. Voici Honorine Batanquin, jeune artiste de son état. Elle fait partie des 150 000 Camerounais qui ont perdu complètement l'usage de leurs yeux. 600 000 autres personnes souffrent de la baisse de la vue et risquent gros si rien n'est fait. Des chiffres révélés ce 10 octobre à Yaoundé et qui donnent du tournis. De sensibiliser tout un chacun à faire un bilan de sa vue. Parce que nous avons différentes affections qui sont évitables si, par exemple, nous portons les lunettes ou si nous connaissons que nous avons une affection qui touche notre œil. Les maladies oculaires font perdre le sommeil. L'insuffisance des personnels qualifiés aussi. Nous avons actuellement à peu près 56 ophtalmologues au Cameroun, mais les ophtalmologues ne travaillent pas seuls.
Nous avons besoin d'infirmiers spécialisés en ophtalmologie qui sont en train d'être formés également au Cameroun, ici à l'école des infirmières, avec des promotions d'à peu près 20 personnes par an. Donc nous commençons vraiment à avoir du personnel sur le terrain. Cette année, les Camerounais sont invités à faire tester leurs yeux. Occasion pour le ministre de la Santé publique de partager avec les populations l'espoir d'une meilleure prise en charge des maladies oculaires. Nous sommes dans une démarche de renforcement des capacités de nos personnels compte tenu de la pénurie de ressources humaines qualifiées dans ce secteur, d'où la présence de l'ONG américaine Orbis spécialisée en ophtalmologie et où pendant 2 semaines, près de 76 personnels de santé vont voir leurs capacités renforcées. Cerise sur le gâteau de cette célébration de la Journée mondiale de la vue à Yaoundé, des personnes âgées de plus de 60 ans et préalablement dépistées ont reçu gracieusement des lunettes. En politique, à présent, contentieux électoral des législatives, 42 recours ont été déposés à la Cour suprême par 15 des 29 partis politiques qui ont pris part à cette échéance le 30 septembre dernier. Tous ces recours ont entre autres pour objet l'annulation partielle des élections dans certaines circonscriptions électorales du fait des dysfonctionnements et autres irrégularités enregistrées. Étienne Pascal Azegue. Le contentieux électoral qui s'ouvre le 11 octobre à la Cour suprême porte sur 42 recours introduits par un peu plus d'une dizaine de formations politiques qui ont toutes pris part aux élections législatives du 30 septembre dernier. L'UNDP occupe la première place de ces partis politiques qui sollicitent l'arbitrage de la haute juridiction avec 12 recours qui ont pour objet l'annulation de l'élection dans quelques circonscriptions de l'extrême nord, de l'ouest et du centre. Le parti de Belebouba, Maïgari, avance comme argument à cette demande en annulation du scrutin, le bourrage des urnes, les procès-verbaux non signés ou encore l'expulsion de ses mandataires hors des bureaux de vote. Ce sont pour ces mêmes motifs que le RDPC demande l'annulation de l'élection législative dans cette circonscription dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du littoral. Le MRC, avec ses 5 recours, et le Social Democratic Front, qui totalise 4 recours, souhaitent eux aussi que justice soit rendue dans les circonscriptions du Kunki, de la Ménois et même de Fako Ouest. L'ANDP, le PAP, l'UPC, le BRIC ou encore le PADEC, le Manidem et la MEC restent également accrochés à la décision de la Cour suprême qui officie en lieu et place du Conseil constitutionnel pour avoir gain de cause où le scrutin du 30 septembre dernier a connu quelques dysfonctionnements. Le verdict de la Cour suprême aux législatives du 30 septembre dernier est attendu au plus tard le 16 octobre prochain. Parlons de toute autre chose à présent. Encore quelques mois et Kumpa Issa intégrera enfin ses bureaux. Les travaux de construction des services du secrétariat d'État à la défense chargés des anciens combattants et des victimes de guerre sont quasiment achevés. Le ministre de la Défense s'en est réjoui ce jour après une visite du propriétaire. Élixé Bogba et Marcelin Gansop. Kumpa Issa, mais aussi les anciens combattants et victimes de guerre ont de quoi jubiler. Ils vont bientôt intégrer le bâtiment flambant neuf offert par le chef de l'État, chef des armées. Les travaux de construction de cet édifice sont exécutés à quasiment 99%. En fait, les petites choses qu'il y a à faire, c'est juste faire les installations sanitaires. Tout le matériel est là, il faudrait seulement qu'on puisse les fixer. Et puis qu'on puisse assurer que le bâtiment est fonctionnel, les ascenseurs fonctionnent. On a déjà fait le test de l'eau, on a fait le test de l'électricité, et puis tout est bon. Plus que quelques semaines donc, et la promesse présidentielle de Bamenda de sortir définitivement les anciens combattants et victimes de guerre de l'oubliette sera une réalité. Parce qu'au-delà du bâtiment, il faut voir la volonté du chef de l'État, n'est-ce pas, de porter assistance aux anciens combattants, aux anciens militaires et victimes de guerre qui ont servi la nation camerounaise et qui ont besoin d'un soutien des pouvoirs publics au moment où ils sont sortis des rangs des forces de défense. L'immeuble se dresse majestueusement en plein cœur de la capitale, à cheval entre le ministère de la Défense et le monument de la réunification.
Il s'agit d'un immeuble de 2 étages, avec sous-sol et rez-de-chaussée, ayant notamment un ascenseur, une trentaine de bureaux, des salles de réunion, des blocs toilettes, y compris pour personnes handicapées, un dispositif pour caméras de surveillance, vidéoconférence, sécurité incendie et autres connexions sur la fibre optique. Et voir ces hommes en tenue en image nous propose de parler de la péninsule de Bakassi. Cela fait exactement 11 ans que la Cour internationale de la justice de la Haye avait rendu son verdict sur la crise frontalière qui opposait le Cameroun et le Nigeria depuis 1993. Dans cet arrêt du 10 octobre 2013, le Nigeria avait reconnu la souveraineté de l'État camerounais sur la presqu'île de Bakassi. Le 14 août 2006 marque ainsi le retrait des forces armées nigérianes de cette péninsule. Le transfert définitif d'autorité a eu lieu le 14 août 2008 suivant les accords de Country du 12 juin 2006. Le Cameroun exerce officiellement son contrôle sur la presqu'île située dans le golfe de Guinée depuis ce 14 août 2013. L'un des principaux défis qui attend le gouvernement camerounais est d'assurer le développement effectif de cette zone riche en pétrole, en ressources halieutiques et en gaz. Dans la cité balnéaire Kribi, 2 radios sont menacées de fermeture par le Conseil national de la communication. Le CNC de Joseph Beffé-Ateba reproche à ces 2 radios communautaires de faire de la politique, mais aussi de la publicité commerciale. Joseph Abena. Les 2 radios qui arrosent la cité balnéaire de Kribi sont dans le viseur du Conseil national de la communication. Le secrétaire général de cette structure de régulation des médias se trouve ici en mission à Kribi. Kribi FM et Beach FM sont reprochés de ne pas respecter leur statut de radio communautaire. Il faut faire comprendre aux autres quelles sont les frontières de ce qui a été défini pour eux. Savoir qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle une radio locale commerciale et une radio communautaire. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences entre les deux. Les 2 médias ont été créés dans l'esprit des radios communautaires, mais n'ont pas de comité de gestion et ne bénéficient pas d'une aide quelconque. Au contraire, elles ont à leur tête des promoteurs qui sont des adversaires politiques à Kribi. La publicité commerciale et la politique politicienne meublent leur grille des programmes. Le danger, c'est que ces radios qui sont créées de manière facile, ces radios qui sont facilement créées dans le but d'assurer cette communication développementaliste se transforment très rapidement, souvent, en monstres sur le terrain. Elles glissent rapidement du statut de radio communautaire à un statut de radio classique et de radio commerciale. Elles font la publicité, faisant ainsi concurrence aux radios commerciales classiques. Cette mise en garde semble plutôt surprenante, d'autant plus que ces radios fonctionnent sans inquiétude sous la barbe du président du Conseil national de la communication, Monseigneur Joseph Beffé-Ateba, par ailleurs évêque de Kribi. Les pays africains menacent de quitter la Cour pénale internationale. Ils accusent ce tribunal de prendre injustement pour cible les chefs d'État africains. Des hommes de loi estiment que c'est une autre forme de recolonisation juridique de l'Afrique et proposent que les problèmes des Africains soient jugés dans leur pays. Séverin Chouban et Flavien Valondongo. Depuis la création de cette institution en 2002, la Cour pénale internationale semble avoir jeté son dévolu sur les pays africains. Déjà 26 personnes inculpées, parmi lesquelles Charles Taylor, qui a écopé de 50 ans de prison, 17 mandats d'arrêt émis et 6 personnes détenues, dont l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Je sais gré à ceux qui ne veulent pas envoyer Hissène Habré là-bas, à ceux qui ne veulent pas envoyer Blé Goudé là-bas, à ceux qui ne veulent pas envoyer Simone Barbeau là-bas. Cette Cour est prompte à s'intéresser aux conflits qui opposent les Africains, qu'aux conflits qui opposent les autres nations. Vous n'avez qu'à voir en Syrie. Elle ne s'empresse pas pour faire quelque chose. S'achemine-t-on vers une autre recolonisation de l'Afrique? C'est certainement cette peur qui anime des chefs d'État africains qui menacent depuis quelque temps de quitter la juridiction internationale mise en place pour juger les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité lorsque les auteurs ne peuvent être jugés dans leur propre pays. Depuis lors, l'Afrique subit le martyre. C'est devenu une arme entre les mains occidentales des pays riches
contre l'Afrique. Et de ce point de vue, c'est légitime que les pays africains essayent de se protéger, essayent de se solidariser. Franchement, il faudrait que l'Afrique se reprenne et que nos affaires soient jugées entre nous. Pour l'avocat international, la nomination d'une Africaine au sein de l'institution internationale ne profite en rien les Africains. Manifestement, une tentative de recolonisation juridique de l'Afrique. C'est même la voie normale de la recolonisation. Ce sont des colons qui siègent là. On a beau mettre Fatou Bensouda procureur, mais ce n'est que le nègre de la négresse de service. Les problèmes des Africains doivent être jugés localement, affirme l'avocat international. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine est d'ailleurs annoncé pour le 12 octobre prochain à Addis Abeba. Celui qui déterminera la vraie position des Africains vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Faisant donc un peu plus connaissance avec la Cour pénale internationale de la Haye, juger les présumés auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà le mandat qui avait été donné à la Cour pénale internationale à sa création en 2002. En 11 ans d'existence, la CPI basée à la Haye aux Pays-Bas éprouve certaines difficultés à remplir convenablement ses missions. Jean-Paul Chouniat. L'urgence de créer une Cour pénale internationale de justice est née de la détermination de certains États membres de l'ONU à éradiquer la montée en puissance des violations des droits de l'homme dans le monde. Conçue des entrailles du statut de Rome le 17 juillet 1998, la CPI voit officiellement le jour le 1er juillet 2002. Le super tribunal basé à la Haye aux Pays-Bas avait reçu mandat de juger les individus ayant commis génocide, atrocités de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes d'agression. C'est ainsi qu'elle a pris dans sa nasse Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba, soupçonné d'exactions sur des populations civiles. Charles Taylor, condamné à 50 ans de prison. Au-delà de n'avoir ciblé que des Africains, le rôle originel de la Cour de la Haye était d'universaliser les droits de l'homme et le droit international humanitaire, assure la prévention et la dissuasion pour la protection des droits de l'homme et la préservation de la paix. Depuis avril 2012, 121 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome. 32 États dont la Russie, les États-Unis résistent. La Chine et l'Inde émettent des critiques sur la CPI. Des pays africains menacent de se retirer. Dans son déploiement, la CPI fait face aux difficultés procédurales. Les juges venant de pays au système judiciaire différent. L'établissement des faits sont jugés très lents. Les procès éloignés des victimes à des centaines de kilomètres où les crimes ont eu lieu. La coopération judiciaire internationale va mal. Du coup, mener des enquêtes, recueillir les éléments de preuve, arrêter les suspects et protéger les témoins, une mission quasi impossible pour la CPI. Elle est aussi présentée comme une entrave au règlement politique des conflits, par exemple dans la mise en place des commissions vérité et réconciliation. La question de l'indépendance des juges se pose aussi avec acuité. Ainsi va la vie à la CPI qui a vu le 15 juin 2012 la Gambienne Fatou Bensouda remplacer l'Argentin Luis Moreno Campo au poste de procureur général d'une institution où travaillent 800 personnes de diverses nationalités. Nous en reparlerons tout à l'heure dans un instant dans la deuxième partie de ce journal pour tenter de comprendre les motivations de ces pays africains. De la culture à présent, Eboalotine Forever, 16 ans après la disparition de cet artiste musicien camerounais, sa famille crie à l'abandon et à la non-réalisation des promesses par le gouvernement. À titre d'exemple, la construction d'un monument d'une stèle au nom de l'artiste pour en rendre hommage à cette icône de la musique camerounaise. Julingue. Cela fait déjà 16 ans que l'artiste musicien camerounais Eboalotine a été arraché à la vie. Plusieurs années après sa mort, sa disparition continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans son entourage, c'est un sentiment de colère qui anime la famille. Elle crie à l'abandon et fustige les promesses non tenues par le gouvernement. Mais depuis qu'il est mort, nous avons saisi la communauté urbaine de Douala. Et à partir du moment où nous avons pris contact avec la communauté urbaine de Douala, nous avons donc stoppé en attendant la réalisation du monument. Jacqueline Eboalotine affirme avoir relancé le dossier plusieurs fois auprès des autorités compétentes. Jusqu'ici, rien n'a été fait. La première année, nous avons sorti un tissu dans la famille, tout était restreint. Il y avait les journalistes qui sont parvenus de côté des autres. Nous ne faisions que saisir des autorités qui peuvent nous donner un coup de main. Mais jusque-là, ce n'est pas fait. Nous attendons continuer à les regarder, à les attendre. En souvenir à l'illustre disparu, ses proches avaient entrepris la tenue des foires d'exposition et la création d'une fondation Eboalotine pour valoriser les œuvres de cet artiste, connu pour son talent, sa simplicité et son sens de l'humour.
L'initiative ne connaîtra pas le succès escompté, faute de soutien et de moyens financiers. On n'a pas aussi la possibilité de faire mieux, puisque tout ce qu'on fait depuis, c'est autofinancé, c'est nos fonds propres, il n'y a presque pas de sponsoring, il n'y en a même pas du tout. Ces années sont passées, mais le vide laissé par Eboalotine n'a jamais été comblé. Il aidait beaucoup dans la famille, dans les problèmes qui nous minaient. Il le disait avec franchise, il ne regardait pas, il n'avait pas d'état d'âme quand il veut dire la vérité. Il faisait tout à la perfection. C'était quelqu'un de bien. En rappel, Emmanuel Eboalotine est décédé le 6 octobre 1997 à l'âge de 55 ans à l'hôpital Akintini de Douala des suites de maladie. Et des nouvelles des Lions indomptables à quelques jours de la rencontre que va livrer le Cameroun avec la Tunisie. Après Landry Nguemo, Stéphane Bia forfait, Henri Bedimo et Gaëtan Bon sont désormais incertains pour cette rencontre de dimanche prochain contre la Tunisie. Ces deux arrières gauches se sont blessés à l'entraînement à Nice du côté de la France. Quel joueur Folkefink adaptera donc au poste de latéral droit en l'absence de Benoît Assoué-Koto? Lui seul détient la réponse à cette question à 3 jours de ce match important pour les Lions indomptables du Cameroun. Jean-Claude Chuniata. À quelques heures du départ des Lions indomptables de la France pour la Tunisie, Folkefink pourrait définitivement se passer des services de 2 hommes à des postes clés du dispositif contre les Aigles de Carthage. 2 arrières gauche, Gaëtan Bon et Henri Bedimo, blessés à la dernière minute du stage à Nice. Poste vacant en l'absence d'un de ses titulaires incontestés, Benoît Assoué-Koto. Le technicien allemand optera en point douté pour une adaptation au poste. Mais quel homme sera capable d'assurer l'intérim, comme cela a souvent été le cas avec Dani Nunke, défenseur central adapté en arrière droit au détriment d'un latéral de métier à l'Agnom. Si Folkefink mise sur une probable disponibilité de Bedimo après ses soins, la partie est perdue pour Stéphane Bia, Landry Nguemo, forfait au départ. Deuxième inquiétude, l'arrivée tardive du capitaine des Lions dans la tanière. Des observateurs redoutent un pourrissement de climat dans le groupe suite au tapis rouge déroulé en grande pompe à Samuel Eto'o-Fils au palais d'Etoudi. Face à la difficulté de percer les cœurs de ses coéquipiers pour lire leurs éventuelles frustrations, l'expérience empirique montre sérénité et bonne ambiance dans la tanière. L'équipe nationale du Cameroun, handicapée de quelques de ses éléments, dépose ses valises à Radès le 11 octobre dans le coup des 12 heures. Dernier réglage à parfaire jusqu'au dimanche 13 octobre, jour du match aller contre les Aigles de Carthage, en vue d'un premier pas vers la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde, Brésil 2014. Et voilà qui met un terme à la toute première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans un instant avec notre invité. Nous reparlerons de la démarche des pays africains qui envisagent de quitter la Cour pénale internationale. À tout de suite. Une fois encore, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition d'information sur Equinos Télévision. Et ce soir, nous vous le disons il y a un instant, nous revenons sur ces pays africains, sur cette actualité, ces pays africains qui envisagent de quitter la Cour pénale internationale. Et pour en parler, un homme de droit, un homme de loi, peut-être sur ce plateau ce soir, Maître Célestin Kengoum, bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également très intéressé par les questions internationales. C'est bien cela? Absolument. Alors, ce soir, une actualité, on l'a bien vu tout à l'heure en image, ces pays africains qui envisagent de quitter la Cour pénale internationale. Nous avons tenté de décrire ce que l'on appelle la Cour pénale internationale. Eh bien, ce sont les définitions qui vous semblent exactes lorsqu'on parle de Cour pénale internationale? Ah oui, c'est effectivement la Cour pénale internationale. Les reportages qui ont précédé mon passage ont été exact sur le plan de la description de la Cour pénale internationale. Et il ne faut pas confondre la Cour pénale internationale au tribunal pénal international. Oui, la Cour pénale internationale est une juridiction pénale internationale qui juge des personnes accusées de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression. C'est une juridiction qui n'est pas à confondre avec la Cour internationale de justice. Parce que la Cour internationale de justice est un organe des Nations Unies. Et la Cour pénale internationale ne l'est pas. Bon, quand vous demandez quelle différence établir avec les tribunaux pénaux internationaux, et j'ajouterai les tribunaux spéciaux,
créée par le Conseil de sécurité. La Cour pénale internationale est une juridiction permanente, alors que les tribunaux pénaux internationaux ou spéciaux sont des juridictions qui sont ad hoc, c'est-à-dire créées pour une circonstance particulière. Vous avez par exemple le cas du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a été créé à la suite de tous les massacres que nous avons eu à vivre. Vous étiez peut-être gamine, mais nous étions mûrs, pour juger donc tous les criminels de guerre, ceux qui ont posé des actes de génocide dans les Balkans. Revenons donc à la Cour pénale internationale. La démarche ou l'annonce de ces pays africains qui menacent de quitter cette Cour pénale internationale, comment vous l'appréciez? Comment je l'apprécie? Je trouve simplement que c'est une juridiction qui fait montre de partialité dans le cadre de ces poursuites. Voyez-vous, depuis l'entrée en fonction officielle de la Cour pénale internationale le 1er juillet 2002, aucun État hors d'Afrique, aucun chef d'État, puisque la Cour pénale internationale juge les individus, alors que la Cour internationale de justice juge les États, juge les conflits entre États. Donc je disais qu'aucun homme poursuivi, aucune femme poursuivie n'est venue hors du territoire africain. Autrement dit, toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une arrestation, qui sont en ce moment jugées par la Cour pénale internationale, tous ceux qui sont donc poursuivis sont tous des Africains. Et cela est particulièrement curieux pour une juridiction qui s'est donné une vocation universelle. C'est peut-être parce qu'on observe trop de violations de droits de l'homme, trop de guerres en Afrique. Vous avez peut-être raison. Il y a certainement beaucoup de violations des droits de l'homme en Afrique, mais pas qu'en Afrique. C'est ça justement le hic. Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe dans certains pays asiatiques. Aucune poursuite n'a été engagée aux Philippines ou en Indonésie, où l'on déplore des violations flagrantes des droits de l'homme. Alors, c'est le fait que ce soit une justice à tête chercheuse qui ne cible que des personnes africaines qui peut amener ces chefs d'État, effectivement, à se révolter, à être mal à l'aise. Je vous rappelle que le Cameroun, qui est signataire du traité de Rome, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas déposé des instruments d'adhésion. Donc le Cameroun, par exemple, n'est pas membre du traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Alors, donc la réaction des hommes d'État, la réaction de ces chefs d'État est totalement légitime. Encore que même sur le sol africain, lorsque cette juridiction pénale internationale a été amenée à engager des poursuites, on s'est rendu compte que dans le cadre des mêmes faits, certaines personnes ont été poursuivies et d'autres pas. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. On a arrêté Gbagbo, mais on n'a pas arrêté les crimes, ceux qui ont commis des crimes du côté des vainqueurs. On ne poursuit que ceux qui sont faibles, les exceptions faites peut-être du Kenya. Donc cela peut donc légitimer et justifier cette appréhension des chefs d'État qui, à juste titre, pourraient demander à sortir de la Cour pénale internationale. Alors, pour ce qui est de cette mesure prise, ou bien cette menace de ces pays africains, pourquoi cette mesure ou bien cette démarche n'était pas intervenue un peu plus tôt? On a par exemple le cas d'Omar El-Béchi, le président soudanais. Pourquoi attendre que les Kenyans se révoltent contre le mandat d'arrêt contre Uhuru Kenyatta pour monter au créneau? Il y a deux explications à cela. Il y a d'abord ce phénomène assez propre à nos dirigeants africains de signer dans la précipitation des conventions internationales. Je vous rappelle que le Cameroun ne s'est pas précipité à adhérer. Le Cameroun n'est toujours pas membre. En Afrique centrale, la quasi-totalité des États, à l'exception de la Guinée équatoriale et du Cameroun, n'ont pas ratifié. Donc il y a d'abord ce phénomène de précipitation qui explique pourquoi les États africains se sont empressés d'aller signer une convention sans en mesurer la portée. La deuxième explication que l'on peut donner, c'est cette politique d'attentisme. C'est comme si on attend un mot d'ordre, mais on ne sait de qui. Et je vous rappelle que selon la Charte des Nations Unies,
qui pose le principe de l'égalité souveraine des États. C'est une explication, c'est une passerelle pour montrer à tous ces hommes d'État qui sont égaux, qui sont libres, qui sont égaux par rapport aux autres hommes d'État. Il ne faut pas attendre des mots d'ordre d'une quelconque puissance ou de quelque autre État dont ce phénomène de mimétisme est à l'origine de toute cette confusion, de toute cette cacophonie. Encore que je ne comprends pas pourquoi ils aient besoin de faire tant de bruit. Ils peuvent se retirer du traité de Rome sans avoir à faire beaucoup de bruit. Les États-Unis étaient signataires du traité de Rome, mais en 2002, ils ont retiré leur signature. De sorte qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi les Africains sont encore mobilisés autour de cette juridiction. J'attire votre attention sur le fait qu'aucun pays asiatique, je dis bien aucun pays asiatique, n'a ratifié le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. J'attire votre attention qu'aucun pays, à l'exception, parmi les pays arabes, il n'y a que la Tunisie et la Jordanie qui l'ont ratifié. Donc ça veut dire, et en Amérique latine, vous n'en verrez presque pas grand-chose. Donc pourquoi toujours l'Afrique? Donc sur les 122 États qui ont à ce jour ratifié le traité, vous verrez que l'écrasante majorité vient des pays africains. Mais les Africains ne pourraient-ils pas se rassurer de la présence de Fatou Bensouda dans le corps des décideurs pour se dire que la Cour pénale internationale peut, à un certain moment, regarder un peu ce qui se passe dans les autres pays autres que les pays africains? Bensouda, la jeune dame qui est procureure auprès de la Cour pénale internationale, vient d'un petit État. La Gambie est une forme d'enclave. Sur le plan de la géographie, c'est une enclave dans le territoire sénégalais. Mais pourtant, son arrivée a été saluée par les pays africains. Ça a été salué simplement parce que nous avons toujours cette affection, ce sentiment en nous qui nous anime quand un de nôtres est porté à un niveau élevé de responsabilité. On s'empresse de se réjouir sans se demander si déjà c'était la personne indiquée. Et deuxièmement, quelles sont les missions qui lui seront assignées et surtout de voir les actes qui sont posés. Lorsqu'on voit avec quelle passion cette dame se lance contre les Africains, on se demande bien si elle n'est pas, comme l'a dit mon excellent confrère Maître Momo tout à l'heure, si elle n'est pas la solde de quelques puissances. Encore que ces puissances ne sont même pas membres de ce traité de Rome. Alors peut-être pour sortir, comment comprendre aujourd'hui la position de Kofi Annan qui juge que la sortie des pays africains de la CPI serait une marque de honte pour ces pays? Honte par rapport à quoi? Honte par rapport à qui? Donc quand vous vous posez ces questions, honte par rapport à quoi? On vous pose que la Charte des Nations Unies a bien dit que tous les États sont égaux, tous les États sont égaux. Donc si vous êtes en assemblée, c'est un contrat. Une convention internationale est un contrat. On y adhère librement. Mais lorsque vous n'avez plus, vos intérêts sont menacés, sont compromis, ou quand vous n'avez pas d'intérêt, vous pouvez décider librement de quitter, de vous retirer de cette convention. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait une honte. Honte par rapport à quoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit aux États-Unis que c'est une honte pour la première puissance qui devrait servir de modèle aux autres États du monde? Surtout qu'il s'agit de l'hyperpuissance aujourd'hui qui dirige quasiment le monde. Pourquoi n'avoir pas fait le reproche aux États-Unis d'avoir retiré leur signature de ce traité? Pourquoi ne s'être pas interrogé sur la Russie, sur l'Inde qui ne sont pas dans ce traité, sur la Chine? Vous voyez bien que c'est totalement aberrant que ce soit surtout les pays africains qui sont aujourd'hui les premiers clients et les uniques clients de cette Cour, qui aujourd'hui, par contre, nous fait honte. Parce que Bensouda ne doit pas être fière de la position qu'elle occupe aujourd'hui, elle qui se permet d'incriminer, de lancer des poursuites contre un chef d'État qui vient d'être élu démocratiquement par tout un peuple. C'est vous qui le dites, Maître Célestin. Oui, je le dis parce qu'il n'y a pas eu de contestation particulière après l'élection du président Kenya. Donc vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Un peuple porte aux commandes d'un État, un homme qu'il plébiscite quasiment, et vous permettez de La Haye aux Pays-Bas, siège de la Cour pénale internationale, et dire que cet homme doit aller en prison. Donc il y a un paradoxe extrêmement curieux et même choquant pour les internationalistes et pour les panafricanistes aussi. Merci à vous, Maître Célestin Kengo, merci pour tous ces éclairages.
Je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette édition du journal sur Equinox Télévision. Merci de rester en compagnie des programmes de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.